Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités alliées. L'heure a sonné, par exemple, pour les réfractaires armés de la région savoyarde de renforcer les maquis. Pour les travailleurs de la région savoyarde de secourir les maquis par des grèves et des actes de sabotage déclenchés ou opérés sur certains points choisis. Pour tous les patriotes savoyards de faire jouer sans réticence la solidarité française avec leur avant-garde au combat. Par conséquent que l'insurrection générale, du fait même que selon la formule du général de Gaulle, elle est inséparable de la libération nationale, doit être coordonnée avec l'assaut final des armes alliées contre la Bastille européenne. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour dénoncer ce qui s'est passé le week-end dernier, la cérémonie qui a eu lieu. Nous n'avons pas pu monter, bloqués par les forces de l'ordre, donc nous avons décidé de revenir et de dénoncer certaines choses. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Cette phrase, hautement symbolique pour beaucoup de Français, est-elle une phrase à reprendre aujourd'hui en 2019? J'observe mon pays, j'ai mal, je souffre de la souffrance infligée au peuple de France. Nous vivons en 2019 une nouvelle crise, peut-être la pire de notre pays, qui a vécu depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes depuis le début du nouveau siècle dans un cycle sans fin de crises qui nous tombent dessus. Crise sociale, économique, environnementale et j'en passe. La situation est devenue plus grave. La France vit une crise démocratique. Un président de la République qui ne répond pas à des revendications légitimes du peuple. Vivre mieux. La seule réponse est une dérive autoritaire policière. Sommes-nous en 1940? Avons-nous un nouveau régime de Vichy? Une police aux ordres d'une hiérarchie criminelle. La France souffre. La France pleure ses morts, ses blessés, ses mutilés, ses éborgnés, ses prisonniers politiques, ses citoyens et ses enfants en manque de plats chauds. Toutes ces souffrances sont-elles normales dans un pays de droit? Une Assemblée nationale aux ordres de l'exécutif. Des lois à vomir sont appliquées depuis des dizaines d'années, sans que personne ne stoppe ce cirque. Au contraire, cela s'empire, comme la loi signée le 19 mars 2019. Les Français fuient leur pays, leur lieu de vie. Nos ancêtres, morts pour la liberté, doivent pleurer au-dessus de nos têtes. Je me posais la question, le président est-il français dans le cœur? Je ne crois pas. On ne vend pas la France et surtout, on ne fait pas couler le sang du peuple français. Vous avez décidé qu'à partir du 23 mars 2019, des décisions fortes et fermes concernent la colère sociale du pays. N'avez-vous pas honte, vos réponses des envoyés et d'impliquer notre armée aux manifestations? L'armée française doit-elle déployer uniquement en cas de guerre? Sommes-nous en guerre? Contre qui? Contre un peuple que vous avez qualifié de terroriste? Vos députés et vos amis nous ont qualifiés ainsi. Je répète les paroles de l'une de vos députées. Après plusieurs sommations, les militaires auront l'ordre d'attaquer. Est-ce que c'est une déclaration de guerre contre le peuple? Vous oubliez très clairement que notre armée est là pour protéger le peuple, son peuple. Votre rôle de représentant est définitivement terminé aux yeux des Français. Le sang français a coulé. Retraités, lycéens, enfants, handicapés et hommes du peuple. J'aimerais rappeler à mes compatriotes ce qui suit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et les plus indispensables des devoirs.
Article 35 de la Constitution, juin 1793. C'est notre droit et cela deviendra un devoir. Nous sommes complices du pire. Ceux-ci sont les mots du président de la République qui nous mutile, qui tue, puis qui voyage toutes les semaines à nos frais. C'est juste incroyable. Le monde nous regarde, pas vous mais nous. Le monde rigole de vous. La preuve, vous êtes un incapable. Vous l'êtes tellement que vous et vos amis n'êtes même pas capables de protéger votre pays en déployant plus de 80 000 gendarmes et policiers face à 14 500 manifestants. Je suis vos chiffres avec beaucoup de moquerie, puisqu'il suffit de 10 000 manifestants pour vous déstabiliser au point d'envoyer notre armée. Et vous seuls avez mis les Français dans la rue. Je vous souhaite bon courage pour les faire rentrer chez eux, puisque chez vous, c'est chez nous, citoyens de France, qui faisons tourner ce pays. Sans nous, vous n'êtes rien. Alors pour finir, je m'adresse à vous, citoyens de France, Français, Françaises, qui ne sont pas mobilisés ou qui nous méprisent comme ce gouvernement. Stoppons tout. Au prochain lancement d'une grève générale, mettons-nous tous en grève, en réponse à tout ça. Restons chez nous, auprès de nos familles, pendant 3 jours, 7 jours, 2 semaines, le temps qu'il faut. Bloquons le pays. Sans nous, vous n'êtes rien. Sinon, nous allons y passer longtemps et cela dure depuis déjà 4 mois. Je dis déjà, car en 2019, je trouve ça aberrant d'en arriver à ce point-là. On connaît tous une personne dans le besoin. Pensons à nos familles, à nos amis, nos enfants, nos petits-enfants. Ils n'ont ou n'auront pas notre vie. Nous nous battons pour un avenir meilleur pour tous et pour nos valeurs qui sont celles de notre pays qui est la France. Liberté, égalité, fraternité. J'aurais juste une chose à rajouter. La semaine dernière, M. Macron, notre très cher président, est venu au cimetière des Morettes déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage à nos résistants. En s'approchant de cette gerbe, sur le ruban, il y avait écrit seulement « Le président de la République ». Il me semble que M. Macron, notre très cher président, a oublié pourquoi il est venu ici. Vous êtes venu ici pour rendre hommage à tous nos résistants qui se sont battus pour nos droits, pour notre avenir. Et je pense qu'il manquait quelque chose sur l'écharpe de plus que votre statut de président. Voilà, j'ai fini. Bravo. Que la colère de la France s'exprime partout et partout se traduise en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'au jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du courage. Harceler l'ennemi en attendant de se mesurer ouvertement avec lui. Saboter tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie, en attendant de l'attaquer à visage découvert, c'est à la fois la seule et la meilleure façon
de saper l'Allemagne affaiblie et l'anti-France apeurée que de leur livrer partout cet inlassable guérilla. Tel est le haut exemple que sauront nous offrir à la fois les maquis et le Haut-Savoie. La population mobilisée pour les secourir et les patriotes de la garde mobile ou de la police qui pratiqueront toujours davantage à leur bénéfice la désobéissance systématique aux ordres de l'ennemi. 31 mars 2019, nous avons été bloqués à Thorent-Glières lors de la commémoration des événements du maquis des Glières. Quelques dates. Le 16 février 1943, le STO, le service de travail obligatoire, était investi. Il fallait 3 engagements, 3 déportés pour libérer un prisonnier travailleur d'Allemagne. Les réfractaires à ce travail obligatoire, pour certains, trouveront refuge aux Glières. Tom Morel, militaire honorable, digne de la France, est abattu par le chef des GMR, le commandant Lefebvre, le 9 mars 1944. Le 26 mars 1944, le camp des Glières est encerclé par les GMR allemands. Le capitaine Angeau donne l'ordre de décrocher à 22 h, le nœud étant sauf. Fin mars 1944 est adopté le programme du Conseil national de la résistance, initié par le général de Gaulle et Jean Moulin dès l'appel du 18 juin 1940. Le 27 mai 1943, la première réunion du Conseil national de la résistance se tint à Paris, où il y avait des représentants de la presse libre, merci la RTS, des syndicats, des partis politiques hostiles à Pétain et au gouvernement de Vichy. Je ne reviendrai pas sur le programme social du Conseil national de la résistance, dont nous bénéficions tous encore, de la sécurité sociale, la retraite, l'organisation du travail. Mais je reviens sur l'insulte de la présence du président de la République, Emmanuel Macron, en personne, par la lapidation de la gestion démocratique, paritaire et consulaire de l'épargne retraite, maladie, éducatif, de l'héritage bénéfique du Conseil national de la résistance. Cette gestion paritaire et consulaire a été atomisée et pervertie par la loi El Khomri sous le gouvernement de François Hollande, avec le Premier ministre Manuel Valls et un Emmanuel Macron au ministère de l'économie. En août 2016, avec les événements Nuit debout, par des ordonnances autoritaires, antidémocratiques, liées à l'article 49.3 de la Constitution française. Qu'est-ce qu'une gestion démocratique, paritaire et consulaire? C'est un alliage, une fabrication humaine donc, de moyens différents, réunis afin pour que le but est de prendre des décisions communes dans un périmètre de territoire ou d'action défini. Les principes actifs, premier c'est la démocratie, par des élections directes. Le deuxième, le paritaire, par des équilibres de représentation, hommes, femmes, employés, employeurs, État. Le troisième principe actif, le réseau consulaire, qui est un domaine d'action dans le social, fiscal, juridique ou technique. Les acteurs représentatifs sont les représentants d'État, le Trésor public, l'UNIDIC, l'URSSAF, la retraite. Les entrepreneurs, par des syndicats d'entrepreneurs, de chambres de commerce, du tribunal de commerce. Le troisième représentant actif, ce sont les salariés, par des syndicats et des associations. Depuis Napoléon Bonaparte en 1806, puis en 1809, pour toute la France, c'est par les élections prud'homales directes que la représentation est définie. Elle a été suspendue de 1852 à 1870 par Napoléon III, dit le Nabo. C'est sous la Troisième République, par la loi du 27 mars, que la fonction prud'homale prend sa forme moderne. C'est l'événement où les femmes actives sont devenues électrices et éligibles. L'activité professionnelle devint alors synonyme de liberté citoyenne. Cet équilibre, cet alliage représentatif est rompu par le décret du 13 octobre 2016. C'est tout récent, applicable en 2017, par les ordonnances El Khomri, où les conseillers prud'hommes sont nommés à parité entre hommes et femmes par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministère du Travail. Ainsi, les candidatures et contradicteurs sont nommés par les organisations syndicales et validés ou pas par le ministère du Travail et de la Justice. Alors que cette représentation des hommes et femmes était rendue par des élections directes qui avaient lieu tous les 5 ans,
Il n'y a plus d'élection prud'homale depuis 2002. En conséquence, la représentation démocratique directe, salariale comme patronale, est viciée et tronquée et ne dépend que du ministère du Travail et de la Justice. Même Philippe Pétain, sous l'occupation, en créant le STO, n'en était pas arrivé là. C'est pourquoi les syndicats salariés dits progressistes, je m'excuse pour eux, CFDT, FO, et les syndicats patronaux, en léchant les bottes du pouvoir, décident de notre avenir, notre santé, notre épargne, sans aucune représentativité démocratique, contrairement au Conseil national de la résistance. Notre monarque Macron ne parle-t-il pas de corps intermédiaire pour trancher sur les décisions à venir? C'est de cette manière que les élections et la démocratie sont volées et que le comble de la perversité du gouvernement Macron est de faire supporter le mauvais fonctionnement des institutions sur des citoyens qui n'ont aucun moyen de décider. C'est là la légitimité du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. En un mot, comme la résistance a fait, reprendre l'initiative. Car ne nous voilons pas la farce. La France sait 2 000 milliards de PIB, 2 000 milliards de dettes sur 8 ans, ce qui fait 250 milliards par an, 1 000 milliards d'épargne, qui est 50% du PIB. En vendant la France à la finance internationale, Macron vend l'outil de production à l'étranger, ralentit le cercle vertueux de l'épargne, laisse le peuple français à son sort et prépare ainsi un krach boursier pour récupérer les 1 000 milliards d'épargne. Pour ce faire, il a besoin de la complicité des chambres consulaires et de leur représentativité tronquée pour mener le pays au chaos. Ne nous voilons pas la face. Quand les représentants consulaires patronaux émanent d'entreprises vendues aux fonds de pension américains, chinois ou autres, et que les représentants salariés émanent de DRH qui viennent du même moule, triés sur l'oreiller ou pas, les décisions ne seront jamais bonnes pour le citoyen honnête et démocrate. Comme l'ont fait les résistants en 1943, en refusant le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Refusons le STO de Macron, c'est-à-dire le service des taxes obligatoires. En effet, la taxe carbone, payée par les plus pauvres d'entre nous, doit-elle financer l'isolation des garages de voitures des plus riches qui défiscalisent pour un euro symbolique? En exigeant des élections directes prud'homales, donc consulaires, pour faire évoluer notre démocratie vers un nouvel alliage démocratique avec l'apport du RIC. Inviter les nommés actuels aux chambres consulaires, sous peine de parjure, à ne pas siéger. C'est ainsi que le pays sera bloqué. Pour ce faire, il faut donc visiter tous les signataires de la loi El Khomri, salariés, syndicats signataires comme patronaux, chambres de commerce, tribunal de commerce, afin de mettre chacun en face de ses propres choix et de ses responsabilités. Soit on est du côté de la démocratie et on organise des élections, soit on est du côté du guichetier braqueur, voleur de nos économies et du schéma social et familial de notre belle France. C'est au pied de la forge, au fond du creuset, que l'on évalue la qualité d'un alliage, fût-il empirique. Il y a maintenant les réformes de retraite. Très bientôt, il y a urgence. La justice du peuple tranchera. Mais j'ajoute une chose. Pour aller voir tous les chambres consulaires, les chambres de métier, les tribunaux de commerce, les chambres de prud'homme, il faudra avoir du courage. Parce qu'il ne faut ni violence, ni haine. Il faut savoir avoir simplement un amour intact et pur de la démocratie. Je vous remercie. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Et franc-tireur à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Alors aujourd'hui, des gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Peut-on encore parler de gilets jaunes, d'un mouvement des gilets jaunes? Et puis dans cette émission, nous évoquerons les élections européennes avec le lot de sondages qui ne varient pas, La République En Marche au coude à coude avec le Rassemblement national. Improbable. De trucs improbables, pour reprendre votre expression, j'ai parlé d'OSNI, d'objet social non identifié. C'est vrai que ça n'a jamais été un mouvement de masse, même au tout début. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant très longtemps, les Français ont opéré une sorte de dissociation équitative. On a vu le soutien s'éroder, décliner, voire s'effondrer. On était à 51% au début du mouvement. Avec la sympathie, ça faisait 70%. On est maintenant à moins de 30%. Pour beaucoup de Français, oui, il faut que ça s'arrête. Il y a du côté des électeurs de droite qui ont du coup soutenu un double débouché à ce mouvement. Il y a le grand débat et puis un scrutin. Mais c'est quoi aujourd'hui ce mouvement? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la voltige? Non mais c'est vrai. Non mais attendez. Donc je pense, oui, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU et pour l'instant, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Évidemment, ces juges-là ne sont certainement pas irréprochables. Sophie, vous disiez, on est chez les fous?
Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de considérer que Madame Bachelet, qui a été une présidente remarquée du Chili, finalement, elle a fumé la moquette. Ils sont en train de gazer les enfants qui sont dans les manèges, s'il vous plaît, quoi. Et regardez le scandale, on était en train de s'en aller, ils sont en train de gazer les enfants. Regardez ce qui se passe à Nantes. Il y a une fête foraine, il y a des enfants partout, et ils sont en train de tout gazer. Oh là là, ils sont en train de crier, les gamins, il faut les aider là. Eh, street, street! Oh la vache! Calme-toi, tu vas avaler ça va te faire du bien, ça va enlever les coulures dans la bouche. Hein? Alors calme-toi, voilà, c'est bien. Crache, tu dois cracher. Tu gardes pas, crache. Allez, crache. Complètement dingue là. Et vous faites quoi, ils sont tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Oh, il fait quoi votre... Ça va? Médic! Calmez-vous, malade. On sort par vos gars. Mais vous êtes là. Mais quelle Calmez-vous! Ça sert à rien de s'énerver, monsieur, on se calme! Dégage, c'est bon, gros! Quand ils sortent son flingue, ils êtes tous savés là. Il va y avoir des blessés pour rien, on se calme! Stop! Sors-le ton flingue, abruti. Délinquant. Calmez-vous! Ça sert à rien! Arrêtez! Hein! C'est une arme létale! Ça peut vous tuer! Dégage! Ça va pas là! Moi je l'ai vu, Peuple des pays européens. Ce communiqué est diffusé simultanément en anglais, en espagnol et dans 7 ou 8 langues supplémentaires. Les informations que vous avez des événements qui se déroulent en France proviennent la plupart du temps de vos grands médias et sont souvent en contradiction avec les informations diffusées sur Internet. Depuis longtemps, dans chaque pays, des gens ont découvert qu'il y avait quelque chose de caché derrière l'illusion que nous présentent les moyens de communication officiels. Les premiers, ça remonte à il y a près de 20 ans, donc les premiers dont je fais partie ont agi pour dévoiler cet aspect occulte de la société. Ils se nomment, pour les plus connus, Daniel Estulin, Edward Snowden, Julian Assange, John Perkins, Ong Bing-song, pour ne citer vraiment que les plus fameux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et grâce à eux tous, il y a maintenant des gens véritablement informés des réalités, et ce, dans chaque pays. C'est surtout à cela que je m'adresse plus particulièrement pour exposer la situation réelle de la France. Le monde entier considère la France comme le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Mais savez-vous que c'est le premier pays occidental à avoir aboli les droits de l'homme sur son territoire? La France est la première dictature déclarée du monde moderne, de ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial, dont probablement tout le monde a entendu parler et que beaucoup nomment plutôt l'État profond. L'État profond parce qu'il s'agit de quelques dizaines de familles qui sont au-dessus des États et qui contrôlent les vrais centres du pouvoir sur les humains. La finance, les matières premières, la communication et les gouvernements par lesquels ils font passer les lois pour imposer leurs produits, comme par exemple Bayer, Monsanto ou Vinci,
C'est aussi par ces gouvernements qu'ils déclenchent les coups d'État, les guerres, qu'ils assurent les contrats de reconstruction du pays qu'ils viennent de faire détruire. Ils gèrent tous les événements de la planète par la finance, les multinationales, les religions et les organismes internationaux qui ont été créés à cet effet. Et aujourd'hui, après le pétrole et le minerai, c'est maintenant l'eau et la terre qui sont l'objet de leur convoitise. Car qui contrôle l'eau et la terre contrôle l'alimentation et la santé, et donc contrôle la vie de tous les habitants de la planète. En plaçant chez nous Macron, en France, pour annuler les droits de l'homme et leur céder tout notre patrimoine national, l'énergie, les communications, les eaux, les grandes entreprises, les barrages, les aéroports, tout, alors que la loi française l'interdit formellement. Eh bien, de cette manière, ils veulent faire disparaître le pays des libertés. Montrer au monde que le peuple le plus rebelle n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Les nouvelles structures de l'OTAN à Bruxelles, comme le comportement de plus en plus nazi de la police agissant sur notre territoire, le prouvent. La France est déjà en guerre civile. Le totalitarisme policier s'y exerce avec de plus en plus de violence, exigeant de la population une soumission totale à leurs ordres et non plus à la loi. Les gens se sont aussi rendus compte que le gouvernement était en train de commettre de nombreuses infractions à la loi, dont la vente de tous les biens du patrimoine national, alors que la loi française l'interdit formellement. Ils ont aussi constaté la violence de la répression qui était exercée contre eux. Parce que vos médias ne vous le disent peut-être pas, mais manifester en France est un droit constitutionnel protégé par la loi. Or, beaucoup de manifestants ont été gravement blessés, certains mutilés, yeux crevés, membres arrachés par des grenades, gazés par des produits classés comme armes de guerre. Des milliers ont été emprisonnés et jugés par une justice aux ordres des dirigeants, alors que le mouvement a toujours été organisé par les citoyens sur la base de manifestations pacifiques. Du côté des forces armées, les dirigeants disposent de la gendarmerie, de la police, qu'ils ont abusé à travers la hiérarchie pour qu'ils acceptent d'obéir aux ordres et non plus à la loi. Le juste droit doit conduire les affaires humaines, qu'il s'agisse des individus, des peuples ou des entreprises. Et la force ne doit servir que ce juste droit. Toute force qui se met en opposition avec le juste droit doit être anéantie. Merci d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. Un cadre prestigieux, le Grand Palais, et un gouvernement presque au complet. L'exécutif a soigné la restitution de cette grande consultation nationale. En surprise, les Français réclament en priorité plus de justice fiscale avec des baisses d'impôts, une baisse de la dépense publique et plus de transparence. Édouard Philippe dit avoir entendu le message. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. La richesse de la parole collective. Merci. Pour autant, les garants estiment que cela ne remet pas en cause l'impartialité globale du débat. Le chef de l'État dévoilera les mesures qui en découlent. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie.
On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre
dans l'honneur et dans l'indépendance. Hello, tu fais le discours? Allez. Ouais. Non, ah oui, avec David. Quand on l'entend au Glières, il fait un discours qui pourrait être bien si c'était un président normal, mais c'est pas de, pour moi, c'est pas lui qui parle. Il a toujours une arrogance dans ses discours de base qui est là. Il est arrogant. Un mépris. Il peut pas s'empêcher d'avoir ça. Il a toujours une touche de... À Thoran-les-Glières, je me suis fait interviewer par France 3 qui m'a posé 3-4 questions. Et sur les 3-4 questions où je répondais sur l'oppression, sur le mouvement des Gilets jaunes, l'envie de continuer, etc., on m'a gardé que 10 secondes de mon interview. Évidemment que ça n'a pas dû plaire ce que j'allais dire. Et on n'a pas voulu interviewer Djemil de la chaîne Djemil. Andromaque se parfume à la lavande. Attali est resté en extase. Nous disons 2 fois Attali est resté en extase. Tante Amélie fait du vélo en short. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.